On va redémarrer le colloque. Avant de passer à la deuxième table ronde, on va passer à la deuxième keynote. Elle est animée par le fondateur de la société Istra, spécialisée dans le changement d'échelle dans les entreprises sociales, et aussi fondateur d'Ashoka, le premier réseau mondial des entrepreneurs sociaux. Il est aussi auteur du livre Changer d'échelle, l'entreprise au service de l'innovation sociale, aux éditions de la rue L'Échiquier. Comment il s'appelle ? Donc, je m'appelle Olivier Kaiser. Écoutez, bonjour à toutes et à toutes. C'est un lieu qui est très impressionnant. Ceux qui n'ont pas essayé de s'installer ici pour regarder, c'est assez spectaculaire. Écoutez, j'ai effectivement le plaisir de vous parler de ce thème, de l'engagement sociétal et de la carrière, en vous parlant un petit peu de la mienne de carrière, parce qu'avec mes cheveux blancs, vous direz plus derrière moi que devant moi. Et aussi à cause du travail que je mène au sein de cette entreprise de conseil. Alors, au tout début, à la sortie d'HEC, mon premier emploi, c'était celui-là. Je me suis retrouvé en Amérique centrale, j'avais acheté un voilier, que vous voyez, et je faisais du commerce de fruits et légumes entre le continent et les îles. La raison pour laquelle j'avais choisi ce village, c'est que le bateau avait coulé en face de ce village au milieu de la nuit. Et en fait, mon premier contact avec les gens qu'on appelle ceux qui sont au bas de la pyramide, c'est que ce village, les gens de ce village nous ont sauvé la vie, nous ont accueillis, nous ont aidés ensuite à réparer ce bateau. Mais ce que j'ai vraiment appris au cours de cette année où nous avons vécu dans un village sans eau courante, sans électricité, où on vivait pour moins d'$1 par jour, où on mangeait du poisson une fois par semaine parce qu'on n'avait pas les moyens d'en manger plus souvent. Ce qu'on a appris dans ce village, c'est l'élégance extraordinaire de la façon dont cette population nous a aidés. La veille où nous avons remis le bateau à l'eau, la veille du jour où a été prise cette photo, le charpentier de marine du village était arrivé à la fin de la journée. Et j'étais en train d'essayer de fixer le mât dans le pont du bateau, et j'avais beaucoup de difficultés. Et il arrivait juste au dernier moment pour arriver, au moment où le soleil se couchait, m'aider à installer ce mât. Et je lui ai dit, je l'ai remercié, mais je lui ai fait quand même remarquer qu'au cours des 6 mois où je travaillais jour et nuit pratiquement sur ce bateau pour essayer de le réparer, il n'était jamais venu m'aider. Et il m'avait dit, oui, j'avais bien vu que tu n'en avais pas besoin, puisque toi, tu en es arrivé tout seul, et tu avais juste au dernier moment, il se rendait compte que là, je n'allais pas y arriver, et il était venu me donner le dernier coup de main. Et je pense que la façon dont ce village nous avait aidés, tout en nous laissant la pleine fierté d'avoir réussi à nous tout seuls, était absolument une leçon de vie très profonde qui m'a ensuite beaucoup aidé. Alors ma vie, après cette première étape, je me suis dit qu'après tout, une carrière, ça fait une 50aine d'années, en tout cas c'est comme ça que j'imagine la mienne, et je l'ai répartie sur ce petit schéma. Donc vous voyez, la première année, c'est celle qui est tout en haut. En rentrant en France, j'ai monté un cabinet de conseil spécialisé en économie des transports qui se débrouillait gentiment. J'avais 5 consultants, je l'ai monté quand j'avais 23 ans, donc c'était une petite entreprise expérience entrepreneuriale. Et puis, je me suis rendu compte au bout de ces 5 ans que ce projet n'avait pas vraiment de potentiel et qu'il allait continuer à vivoter. Et là, j'en ai tiré une leçon importante pour moi, qui était de dire la prochaine fois que j'essaie de faire quelque chose, je veux que c'est un potentiel significatif. Parce que les petits trucs et les grands trucs, ça demande autant de travail, autant d'efforts, parce qu'au moins qu'il y ait un potentiel important. Je suis rentré du coup chez McKinsey en me disant je vais faire l'apprentissage du métier de conseil qui me plaisait bien. Et là, j'ai été pris au jeu. Je suis resté 18 ans, donc beaucoup plus longtemps que Laurence qui parlait tout à l'heure, ou que Akara d'ailleurs. Et parce que tout se passait bien, j'ai été élu partenaire, puis partenaire senior.
J'ai travaillé aux États-Unis, en Europe, en Chine. J'ai fait des choses passionnantes. Et puis je gagnais beaucoup d'argent, c'était prestigieux. Et sur le coup de 45 ans, je me suis un peu réveillé, puis je me suis dit, mais de quoi seras-tu fier le jour où tu mourras? Pas à la fin de ma retraite, mais le jour où tu mourras, de quoi seras-tu fier? Et je me disais simplement, comme m'auraient dit mes enfants, avoir été senior partner chez McKinsey, ça n'allait pas le faire. C'était aussi, qu'est-ce que penserait toi, le jeune homme que tu étais quand tu avais 20 ans? S'il te voyait, qu'est-ce qu'il penserait? Et donc ça a amené des réflexions assez fondamentales. Réflexion en couple, comme le disait aussi Charlie tout à l'heure. Et j'ai donc décidé de quitter McKinsey, alors que j'avais été élu senior partner 5 ans plus tôt, ce qui n'est pas vraiment le moment où on prend ce genre de décision. Mes associés ont trouvé que j'étais un peu fada, et je voulais faire quelque chose dans le domaine de la philanthropie. Je n'avais pas d'idée plus large que ça, et quelqu'un m'a parlé d'Ashoka. Et ça m'avait l'air pas mal Ashoka, parce que c'était l'entrepreneuriat social, donc il y avait un petit côté entreprise. C'était nouveau, c'était américain, c'était multinational, c'était multisecteur. Et donc je me suis dit que c'était une bonne façon pour moi de faire mon apprentissage dans ce nouveau domaine. Et comme vous le voyez dans ce schéma, mais je l'ai réalisé en faisant mon petit dessin, c'était juste avant la mi-temps que j'ai basculé du côté de l'entrepreneuriat social. Donc j'ai consacré 6 ans de ma vie à travailler pour Ashoka, ma vie professionnelle à travailler pour Ashoka. Là, ma chute de salaire, ce n'était pas une division par 3, c'était une division par 30. Ce qu'on disait autant sur le point de départ que sur le point d'arrivée. Il faut vraiment être un peu dans les extrêmes dans les deux cas pour arriver à ce genre de ratio. Et ça a été 6 années de découverte d'un monde tout à fait nouveau, 6 années aussi de découverte de moi-même, et ce qui n'était pas obligatoirement une bonne nouvelle, et une restructuration assez fondamentale, une remise en cause assez fondamentale de tout ce que j'étais ou ce que je pensais être. Je dois dire que aujourd'hui, peut-être le bénéfice le plus important que je tire de cette reconversion professionnelle, c'est ma relation avec mes enfants. L'un d'entre eux, il y a quelques années, m'a dit, on parlait, oui, mais à l'époque, tu étais un sale con. Alors, c'était pas très agréable qu'il ait à le dire, mais c'était quand même, s'il avait à le dire, s'il le pensait, c'était bien qu'il se sente en mesure de le dire. Mais donc, c'est sans doute ça, je pense, qui est pour moi le bénéfice le plus important de cette transformation. C'était pas du tout mon objectif, mais c'est ce que j'en ai tiré peut-être de plus précieux. Au bout de 6 ans, j'ai tiré une admiration très profonde pour ces entrepreneurs sociaux, leur charisme. Vous avez entendu Charles-Édouard Vincent tout à l'heure, leur innovation, leur capacité d'innovation, une admiration sans borne pour ces héros, mais aussi une frustration aussi grande sur leur incapacité à faire passer à grande échelle leurs solutions. Et je dirais c'est une chose que des enfants meurent s'il n'y a pas de solution, mais si des solutions existent, et qu'elles sont à portée de main, mais qu'ils meurent quand même, là, ça devient totalement intolérable. Et donc, je me suis dit, dans toutes ces solutions qui sont développées par ces entrepreneurs sociaux, celles qu'on peut traduire dans des business models rentables, à ce moment-là, les grandes entreprises peuvent les utiliser. Et j'ai essayé de créer Ashoka Consulting, le board d'Ashoka ne m'a pas laissé le faire, et donc j'ai fini par créer Istra, une boîte de conseil en me disant que si je voulais faire bouger les entreprises, il fallait que je me présente sous une forme dont ils avaient l'habitude. Et j'ai donc monté Istra. Istra, c'était assez important pour moi de me dire que finalement ça rassemblait mon expérience au Belize quand j'avais 20 ans, de vivre dans ce village sans eau et sans électricité. Ça rassemblait mon expérience de créer une boîte de conseil from scratch avec des relations avec des associés. Ça rassemblait tout ce que j'avais pu apprendre chez McKinsey, des grandes entreprises et de leur mode de fonctionnement, et ce que j'avais appris aussi d'Ashoka sur le mode de fonctionnement des entrepreneurs sociaux, et les innovations sociales et leur stratégie de changement systémique. C'est un petit peu pour moi comme lorsqu'on arrive le dimanche soir, qu'on ouvre son frigidaire et qu'il n'y a pas grand-chose dedans, mais qu'on arrive avec tout ce qu'il y a dans le frigidaire à faire un plat à peu près correct, en général d'inspiration chinoise, si on rajoute un peu de sauce de soja. Mais cette idée-là, que, en fait, à partir d'un certain âge, alors ce n'est pas le cas
tous les jeunes qui sont ici. Mais à partir d'un certain âge, il faut faire avec ce qu'on a. On a une stratégie qui doit être basée sur ce qu'on a su rassembler dans sa vie, les compétences, les réseaux, la crédibilité. C'est ça, avec ça qu'on a en main. Et donc ce que j'ai aujourd'hui dans ISRA, je me dis, j'ai utilisé ou j'utilise tout ce que j'ai pu apprendre, glaner au cours de ces années d'expérience professionnelle. C'est une forme d'identifier mon avantage concurrentiel. J'étais fait pour jouer ce rôle-là en particulier. Alors Ashoka m'a permis de découvrir ce monde des innovations sociales et aujourd'hui il y a toute une panoplie de solutions depuis les latrines, les fours à biomasse améliorés, les lanternes solaires, les filtres à eau, les systèmes solaires domestiques, les pompes d'irrigation mécanique. Il y a toute une série d'innovations qui viennent en fait du progrès scientifique. Le progrès scientifique génère des solutions technologiques et le progrès fonctionne quand même pas mal comme ça. Et je dois dire que on pourrait dire d'une certaine façon que les ingénieurs ont fait leur boulot, mais que les commerciaux sont à la traîne. Parce que toutes ces innovations, le seul petit problème qui demeure, c'est qu'elles n'arrivent pas à atteindre les consommateurs, les clients finaux. Donc les X font leur travail, mais les HEC, comme d'habitude, font pas grand-chose. Et le défi de notre génération, surtout les plus jeunes qui sont dans la salle, c'est d'arriver à faire en sorte que ces innovations atteignent les publics dont ils ont besoin. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que le laboratoire de l'innovation sociale, il est plein, mais que l'usine de la globalisation est vide. Alors est-ce qu'il est complètement plein, le laboratoire d'innovation? Évidemment non. Est-ce que des progrès technologiques, des innovations sont encore nécessaires? Évidemment oui. Toutefois, il y en a suffisamment d'innovations dans le laboratoire pour qu'on se dise que l'enjeu principal, c'est de les faire sortir. Ce qui n'est pas le constat qu'on aurait pu faire il y a 20 ans ou 40 ans. La plupart de ces innovations ont quelques décennies, pas beaucoup plus. Donc aujourd'hui, le défi de votre génération, ceux qui sont à côté du radiateur, là vers le fond de la classe, le défi de votre génération à vous, c'est la généralisation, c'est le passage à grande échelle de toutes ces innovations. Et d'ailleurs, c'est le meilleur service qu'on puisse rendre au laboratoire que de faire sortir des innovations qui passeront à l'échelle, parce que ça attirera plus d'innovations et plus de ressources pour le financer, le laboratoire. Le premier projet que ISRA a mené il y a maintenant 11 ans à peu près, était sur le domaine de l'accès à l'énergie. On avait identifié ce domaine comme étant évidemment un problème très important, mais surtout un domaine dans lequel il y avait beaucoup d'innovations. Et donc, on a travaillé sur ce registre-là, une innovation qui était bien nécessaire. Et ces lanternes solaires, ces systèmes solaires domestiques, sont des solutions extraordinaires. C'est des paybacks de l'ordre de 3 à 4 mois pour une famille, parce que ça remplace des lampes à kérosène. Non seulement c'est une bonne décision économique, mais en plus, elles sont beaucoup plus sûres à utiliser, beaucoup moins dangereuses, et elles donnent une lumière bien plus intense pour l'utilisation. Donc c'est évidemment une bonne idée. Mais, c'est une lapalissade, mais qui est très vraie, c'est qu'il n'y a pas de progrès sans changement, il n'y a pas de changement sans risque, ou en tout cas perception de risque. C'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose dont on ne sait pas si ça va marcher. Et vous voyez ici là, une photo que j'aime beaucoup, qui est celle d'un fermier bangladeshi qui vient de s'acheter un système solaire domestique. Il en a pris pour à peu près $250, c'est un prêt sur 2-3 ans. Et là, il a le gars qui est en train d'installer le système solaire sur son toit. Et la photo est assez expressive, il se demande, est-ce que j'ai pas fait la grande connerie de ma vie? Parce que c'est la plus grosse décision d'investissement qu'il a prise dans sa vie. S'il s'est planté, il va le regretter beaucoup. Si jamais il l'oubliait, je pense qu'il y a quelqu'un à côté de lui qui lui rappellera qu'avec lui, il fait que des conneries. Donc c'était vraiment un enjeu absolument majeur. Dans le modèle qui a été développé par l'entreprise qui sert ces besoins-là, ils ont un système très astucieux qui permet de rassurer le fermier, parce qu'il ne paiera en fait que lorsque le gars responsable de la maintenance vient tous les mois pour assurer la maintenance du système.
Donc il est certain qu'il y a quelqu'un qui s'occupera de la maintenance, parce que sinon il ne les paye pas. Et de la même façon, le directeur financier qui vient de faire un prêt de $250 à quelqu'un au milieu de nulle part, est lui aussi rassuré, parce qu'il est sûr que le gars paiera, parce que sinon il n'y a plus de maintenance. Donc finalement, c'est les deux perceptions de risque qui s'annulent, comme quand on fait moins par moins la dernière fois que j'ai regardé. Toutefois, comment arriver à rassurer ces familles sur le fait que c'est une bonne décision et c'est une décision qui ne comporte pas trop de risques que d'acheter une telle lanterne. Dans le projet qu'on a mené, on avait fait donc cet inventaire et on était allé voir Total pour leur dire, si vous étiez disposé à mettre votre marque sur ces lanternes solaires et dire que si vous avez un problème, les vendre à travers leurs 5000 stations-service en Afrique en disant, si vous avez un problème, vous pouvez la rapporter à la station-service la plus proche. Donc c'est le programme Awango que Total a mis en place. On a travaillé avec eux pendant 3 ans pour mener à bien ce projet-là. C'est devenu les plus gros distributeurs mondiaux de lanternes solaires. Ils en ont vendu à peu près 3 à 4 millions à travers l'Afrique. Mais surtout, ils ont eu un impact systémique parce qu'ils ont rassuré les populations sur le fait que les lanternes solaires, c'était des trucs qui marchaient. Ils ont obtenu de gouvernements africains des réductions de barrières douanières à l'entrée sur ces lanternes solaires. Ils ont exigé, évidemment, de la part des fabricants de lanternes solaires une qualité irréprochable qu'ils ont rendu possible grâce aux investissements financés par leur carnet de commandes. Donc on voit ici l'intérêt de ces grandes entreprises qui ont des atouts, qui disposent d'actifs que l'argent ne peut pas acheter. Même la Fondation Gates n'a pas suffisamment d'argent pour mener une campagne de communication qui soit aussi crédible que simplement avoir la marque Total sur une lanterne solaire. Donc le fait que ces entreprises... Et en utilisant leur marque, Total n'a fait que renforcer la qualité de la marque. Ils ont généré du trafic dans leurs stations-service. Ils ont amélioré leurs relations avec les gouvernements africains. Donc ces actifs absolument indispensables, extraordinairement précieux, sont aussi des actifs qui ne s'usent pas du tout quand on s'en sert. Et donc ça, c'est vraiment le côté miraculeux, je dirais, de ces grandes entreprises qu'aucune autre institution ne peut avoir au monde. Le problème des grandes entreprises, c'est comme les grands arbres. S'ils sont grands, c'est qu'ils sont vieux. S'ils sont vieux, c'est qu'ils sont raides. Et c'est donc la rigidité de ces entreprises et le vrai problème qu'on a pour les faire bouger. Alors, un tout petit peu peut-être de théorie, tout le monde ici reconnaît le cycle de vie d'un produit ou d'une technologie, mais c'est important de voir que dans les premières phases, il y a une création de valeur très importante pour la société. Mais lorsque l'industrie arrive à maturité et que le déclin arrive, qu'est-ce qui se passe si on est un dirigeant de ces boîtes-là? On voit la taille du marché se réduire. Et que donc la seule façon, si on voulait accompagner cette courbe, ça veut dire des licenciements massifs à partir d'un certain moment, chose que personne n'aime faire. Et donc les entreprises cherchent à préserver à travers des stratégies de fidélisation des clients, de réseaux de distribution exclusifs, de prolifération de gamme, toutes sortes de tactiques sur lesquelles, quand je réfléchis à mes 18 ans passés chez McKinsey, où je travaille beaucoup dans le secteur de l'industrie, beaucoup de mon expérience a été consacrée à garder, à essayer de faire en sorte que le petit trait pointillé soit aussi horizontal que possible, voire légèrement en croissance. Et les dirigeants, les cadres des entreprises, dans ces phases-là, sont des cadres qui excellent se spécialisent et qui excellent à des savoir-faire très particuliers dans lesquels ils deviennent très bons. Le problème de ces entreprises, c'est que au fur et à mesure de cette évolution, leur raison d'être finit par s'étioler. Au début, il est très clair, l'entrepreneur qui crée un nouveau produit, une nouvelle industrie, a une vision très très claire du problème social ou environnemental qu'il est en train de résoudre. Il se doute bien que d'une façon ou d'une autre, il arrivera à devenir riche si c'est un problème important. Mais avant tout, il est focalisé sur la résolution d'un problème très important pour la société. Mais au bout d'un moment, on perd de vue la plupart des grandes boîtes, qui sont donc des vieilles boîtes sur des industries matures, ont perdu de vue cette raison d'être et on ne sait plus très bien pourquoi on est en train de faire ce qu'on fait. Le problème... Ah oui, ça c'est que je n'ai pas tourné la page, c'est pour ça.
Et donc, et ce phénomène de perte de raison d'être, je pense qu'il est particulièrement important parce qu'il est fractal. Alors, nos amis polytechniciens, s'il vous plaît, ne soyez pas méchants si j'utilise ce terme de façon inadaptée, mais il me semble fractal. Pourquoi? Parce qu'il y a la question de la raison d'être de l'entreprise, la réconciliation de ses objectifs économiques, financiers d'une part, et ses responsabilités sociétales d'autre part. Donc il y a besoin de rassembler ces deux objectifs-là. Mais au niveau des individus, de la population, y compris d'ailleurs les gens qui travaillent dans ces entreprises, il y a aussi la volonté de réconcilier, on en a beaucoup parlé, certains avec beaucoup d'émotion, de la difficulté de rassembler, de réunir, de réconcilier cette carrière, ce besoin de satisfaction matérielle et la responsabilité en tant que citoyen, en tant que père de famille, le besoin de... Or, je trouve que ce phénomène est véritablement de la même nature, qu'il s'agisse des institutions et qu'il s'agisse des individus. Et ça, c'est très important parce que cette sincérité, cette authenticité qui émerge lorsque ces deux cercles arrivent à faire une intersection me semble très important. Alors, qu'est-ce qui empêche ces cercles d'avoir une intersection forte? Je pense que c'est la peur de sortir de la zone de confort. Je parlais avec un dirigeant d'une grande boîte internationale, le gars a une cinquantaine d'années, venait d'être nommé à la tête de la plus grosse division de cette entreprise, qui se trouve être leader mondial de son activité. C'est une boîte qui fait une division qui fait une dizaine de milliards d'euros, donc c'est quelque chose d'important. Et le gars me disait, Olivier, tu ne peux pas savoir ce que je m'emmerde. Alors je dis, c'est quand même étonnant, mais il me dit, oui, parce que franchement... parce qu'on avait travaillé avec lui dans une autre division où on avait fait des choses vraiment intéressantes avec un impact social très profond, mais là, je ne sais pas trop quoi. On a eu pas mal de discussions. Et puis, il me disait d'ailleurs, moi, j'ai plus besoin de travailler, j'ai très bien gagné ma vie, donc j'ai aucune peur de l'échec. Et donc je lui dis, bah, écoute, c'est quand même fantastique parce que ils avaient élaboré une vision extrêmement ambitieuse de l'impact qu'ils pouvaient avoir, non seulement pour l'entreprise, mais pour l'ensemble de l'industrie. J'aurais même pas osé écrire tout ce qu'ils avaient mis en termes d'objectifs d'impact à la fois social et environnemental. Mais en fait, les stratégies qu'ils mettaient en œuvre pour atteindre ces objectifs étaient ridiculement conventionnelles. Ils refusaient totalement de sortir de leur zone de confort. Et ce qui m'a frappé dans cette discussion, c'est que c'était quelqu'un qui, comme nous, avait réussi au concours, on avait été les premiers de classe, on avait ensuite rentré dans des grandes boîtes, on avait eu des carrières en étant toujours les meilleurs de la promotion. C'était des gens qui étaient arrivés au sommet en n'ayant jamais échoué. C'est comme ça qu'on les sélectionne. Et tout d'un coup, ils se retrouvaient à l'âge de 50 ans, excellents dans un domaine donné, et on lui disait, si tu veux vraiment avoir cet impact sociétal, il va falloir que tu fasses des choses dont tu n'as vraiment pas l'habitude et que tu sois capable de sortir de ta zone de confort. Et son équipe de direction n'avait pas du tout envie de le voir tout d'un coup hésitant, tâtonnant. Ils avaient envie de le voir, certains convaincus, décideurs, d'ailleurs on les appelle les décideurs, pas les hésitants. Or là, cette capacité à sortir de sa zone de confort, à prendre le risque de sortir de ce à quoi on est vraiment bon, est vraiment l'enjeu. Or, nos deux écoles, j'ai constaté ça, nous poussent à prendre des risques. Pardon, oui, donc ça c'était la citation d'Einstein qui dit, bien sûr, qu'une définition de la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à des résultats différents. C'est beaucoup ce qu'on voit aujourd'hui dans les entreprises qui souvent affichent des objectifs d'impact de transformation sociétale extraordinaire, mais qui veulent faire toujours de la même façon. Et ça, on le sait maintenant, c'est pas quelque chose qui réussit souvent. Donc nos deux écoles, je disais, du côté d'HEC, on nous dit qu'on peut oser, qu'on peut prendre des risques. Dans le cas de Polytechnique, vous avez moins de chance, vous devez prendre des risques. Pour la patrie, les sciences et la gloire, vous n'avez pas le choix. Donc vous, les polytechniciens, ils doivent prendre des risques, les HEC, ils peuvent prendre des risques. Donc à nous tous, on devrait quand même en prendre. Néanmoins, ce n'est pas le cas. Et Charles-Édouard nous a présenté des choix très radicaux sur une carrière. Je pense
que, surtout lorsqu'on sort de nos écoles, ce n'est pas la décision qui sera la bonne pour la plupart d'entre nous. La question n'est pas de tout plaquer et de devenir entrepreneur social. Si le choix était mis dans ces termes-là, la plupart des gens resteraient les fesses au chaud dans le poste qu'ils ont aujourd'hui. Il faut prendre conscience, je dirais, des actifs qu'on a rassemblés, les compétences, les réseaux, la crédibilité, la réputation, les postes influents qu'on a au sein d'entreprises puissantes. C'est ça dont on dispose pour essayer de faire quelque chose. C'est ça le contenu de notre frigidaire. C'est avec ça qu'il faut essayer de faire quelque chose. Et la question qu'on doit se poser, c'est pas tout plaquer, mais est-ce qu'on est capable, est-ce qu'on peut tester les limites de ce qui est possible lorsqu'on est dans cette position-là. J'ai un copain qui dit, un gars de Danone, qui dit on ne sait pas où est le plafond tant qu'on ne s'est pas cogné la tête. Et je crois que c'est très très vrai. C'est-à-dire que se cogner la tête, c'est-à-dire avoir pris un risque, ça te fait taper sur les doigts, quelqu'un qui vous a dit non, tu n'aurais pas dû faire ça, ou la prochaine fois que tu le fais, il y aura des conséquences négatives. Réfléchissez une seconde, au cours des 3 dernières années, combien de fois vous êtes-vous cogné la tête? Combien de fois quelqu'un vous a dit « arrête tes conneries ». Si vous répondez peut-être pas vraiment au cours des 3 dernières années, la question suivante c'est est-ce que vous prenez suffisamment de risques? Ou est-ce que vous n'avez pas imaginé que les plafonds étaient là où ils étaient? Donc la capacité à repousser, non pas les limites, mais notre perception d'où sont les limites, est la question fondamentale. Ce que je vois parmi nos clients, c'est des gens qui sont plus royalistes que le roi, des gens qui s'imaginent qu'ils ont des limites, mais des gens qui ont été sanctionnés parce qu'ils allaient trop loin, ça j'en ai pas vu. J'en ai pas vu une seule fois. Des gens comme Paul Polman ou Emmanuel Faber, ils ne sont pas exempts de toute critique, mais ont fait des choses vraiment intéressantes. Il y a une forme de renversement de la preuve. Ils ont dit, moi, tant que je dirige cette boîte-là, c'est comme ça que je la dirigerai. Vous, actionnaires, c'est à vous de décider si c'est dans votre intérêt. Vous pouvez nous virer tous les jours de la semaine, y compris le dimanche, on est mandataires sociaux, donc, mais je ne vais pas, moi, aller vous demander la permission de le faire. Moi, tant que je suis là, je fais. Parce que si Polman était allé voir les analystes financiers en disant « Écoutez, j'envisage de ne pas publier de prévisions trimestrielles sur les résultats, est-ce que, à votre avis, c'est une bonne idée ?» Évidemment, ils auront dit non. Mais quand il l'a fait, est-ce qu'ils l'ont viré? Non plus. Donc, ce forme de renversement sur le fait que la responsabilité, notre responsabilité, tous, où qu'on soit, est de tester les limites de ce qui est possible, me semble absolument essentiel. Merci beaucoup Olivier Kaiser pour cette intervention. On peut l'applaudir. Je pense qu'on va en fait enchaîner directement sur cette deuxième table ronde pour rester dans le timing, sinon je vais me faire taper sur les doigts. Je vais accueillir donc pour cette table ronde qui est intitulée « Que puis-je faire comme individu ?» Philippe Levesque, Hélène Le Thénault et Angèle Prieto. Et j'en profite pour préciser sur ma petite annonce de tout à l'heure au sujet de Charles-Édouard Vincent, l'adresse mail. J'ai dit charlie @lulu-dans-ma-rue.org. Des personnes m'ont signalé que Charlie, c'était pas évident de savoir comment on l'écrivait, donc c'est bien IE, Charlie IE, voilà. Alors vous allez le voir, l'engagement de nos interlocuteurs a pris des formes assez différentes, a suivi parfois des chemins tortueux, inattendus, voire même a débouché sur des impasses, mais avec une ambition toujours renouvelée de transformer le monde en essayant de changer le modèle économique et sociétal. Comment, en tant qu'individu, je peux rendre le monde plus durable, à la fois viable économiquement, vivable pour nous, les êtres humains qui vivons sur cette planète, et aussi équitable. Quels sont les leviers de l'action? Quels sacrifices cela suppose? Quand sauter le pas? Et surtout, où atterrir? C'est à toutes ces questions que nos invités vont essayer de répondre.
dans cette deuxième table ronde en apportant leurs témoignages et en parlant de leur parcours. Donc merci beaucoup et bonjour à tous les trois. Je vous présente rapidement, puis après on enchaîne sur les questions. Alors Philippe Levesque, vous êtes à la tête de l'ONG de solidarité Care France depuis 2000. C'est l'une des plus grosses ONG mondiales, 10 000 employés. Et vous êtes un pionnier de la reconversion, puisque vous n'avez pas débuté dans le secteur humanitaire. Vous avez commencé après votre diplôme HEC en 82 dans le secteur informatique. Ça nous rappelle une histoire qu'on a déjà entendue. Et puis vous avez pris un virage à 180 degrés. Vous nous expliquerez tout ça dans un instant. Angèle Prieto, alors vous êtes tout juste diplômée de l'IX et vous avez choisi le corps des mines. Qui forme donc bien sûr des hauts fonctionnaires, qui n'a pas forcément la réputation d'être la voie la plus évidente pour celles et ceux qui veulent faire bouger les lignes. C'est pas sa vocation première en tout cas. Voilà, vous allez nous raconter ça également dans un instant. Et vous avez choisi en première expérience un stage en entreprise, donc ça c'est aussi un choix par rapport à vos engagements qui peut aussi détonner par rapport à vos camarades de classe, notamment dans un grand groupe, on va y venir. Et vous êtes engagé en parallèle avec les étudiants du manifeste pour un réveil écologique dont on a déjà beaucoup entendu parler aujourd'hui. Enfin, Hélène Le Thénault, vous êtes diplômée des Ponts et Chaussées en 2001 et vous aussi, vous avez commencé par une carrière assez traditionnelle dans l'industrie de la cosmétique et même dans l'industrie pétrolière, avant de choisir le conseil en transition écologique, puis rejoindre ensuite, vous avez rejoint une entreprise sociale et vous allez nous parler parce que vous avez un nouveau rebond avec la recherche d'une troisième voie en rejoignant une fondation actionnaire, ça s'appelle Jean-Noël Torel Foundation. Alors, commençons par le commencement, le point de départ de l'engagement et l'heure des premiers choix. Peut-être avec vous, Angèle. Vous êtes dans les starting blocks de votre carrière professionnelle hein, et vous êtes déjà très engagée. Donc, j'aimerais que vous nous parliez un petit peu de la prise de conscience, à quel moment c'est intervenu, comment ça a conditionné vos choix à l'école et ensuite vos choix professionnels, vos premiers choix professionnels. Très bien. Donc, tout d'abord, une toute petite remarque sur mon prénom, qui est Angel, parce que c'est d'origine espagnole, mais c'est pas grave. Ça va être difficile, mais je vais faire mon possible, promis. Donc, contrairement à Cara, qui a parlé tout à l'heure, je pense pas que je me sois vraiment pris de claque. Je pense que mon engagement, il s'inscrit dans une certaine logique, dans une certaine continuité, puisque j'ai été toujours assez sensible, je dirais, à l'impact que j'ai sur le monde et à la notion de responsabilité individuelle. Après, ce n'est pas pour autant que dès le début de mes études ou même que dès mon adolescence, j'étais très engagé sur les questions environnementales. Moi, ce qui m'a passionné, c'est toujours les maths. J'ai choisi d'aller en prépa pour faire des maths et j'ai passé 2 superbes années de ma vie à faire des maths. Et c'est en arrivant en école que petit à petit, j'ai senti que même si l'abstraction la plus pure me faisait me sentir bien, à certains moments, c'est pas là où je trouvais le plus de sens. Et c'est peut-être à ce moment-là que la question du sens m'a un peu rattrapé. Et donc que j'ai décidé de m'ouvrir un peu à d'autres disciplines. Notamment, j'ai commencé à faire des sciences humaines et à m'intéresser plus généralement à ce qui se passait autour de moi dans le monde. Et c'est là que j'ai assisté notamment à des conférences organisées par l'Association de développement durable de l'IX sur donc les questions environnementales. Et en fait, plus on en apprend sur ces sujets, et moins on peut s'en détacher et juste à les ignorer. Donc c'est à un moment où je n'ai pas vu le moyen de faire autrement que de poursuivre une carrière dans ces domaines-là. C'est aussi le choix d'une filière en 3e année, voilà, ça a commencé par là? Voilà, donc ça a commencé un peu avant puisque j'ai choisi cette filière, mais en 3e année, j'ai décidé de faire une spécialisation sur l'environnement. Et donc là, au niveau de ma carrière, ce que je me suis dit, c'est, en gros, je me suis posé la question, où est-ce que je peux avoir le plus d'impact? Il se trouve que j'avais un bon classement à l'IX parce que j'aime bien les maths. Et donc, je me suis dit, je vais peut-être essayer de mettre de l'environnement là où il n'y en a pas forcément.
Oui, parce que vous auriez pu choisir un autre corps qui est intuitivement plus lié à ces choix, qui est le corps des ingénieurs des eaux et forêts, qui est très en vogue, parce que on me disait qu'en 5 ans, on est passé de 10 élèves sur la liste à 200 en liste d'attente pour rentrer dans ce corps. Je ne sais pas si... Vous connaissez ces chiffres. En tout cas, c'est quelque chose qui est assez demandé. Et vous, contre toute attente, c'est pas là où vous allez. Expliquez-nous un petit peu. Donc, je me suis dit que j'avais envie de travailler pour l'État. Effectivement, ça c'était un peu mon premier pas, parce que je considère que pour les questions de transition écologique, l'État a un rôle absolument clé à jouer. Les entreprises aussi, bien évidemment, mais pour moi, c'est au niveau de l'État qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire qui ne sont pas forcément encore faites, et j'aimerais pouvoir contribuer à ça. Et donc, une fois que je m'étais dit ça, je me suis dit, bon, bah, très bien, je vais aller au corps des ponts, ou des ingénieurs des eaux et forêts, pour faire de l'environnement et donc pouvoir contribuer à ces questions-là. Et ensuite, en discutant avec des personnes dans l'administration, je me suis rendu compte que ce n'est pas forcément ce corps de l'État qui a le plus d'impact et qui a toujours le dernier mot dans les arbitrages interministériels, et c'est le moins que l'on puisse dire, et qu'il y a d'autres corps qui, pour le coup, ont bien plus d'impact, et dont le corps des mines. Et donc c'est un peu ce qui a guidé ma réflexion. Après, on pourra peut-être en parler après, en termes de confort, c'est peut-être pas forcément le plus naturel, mais j'ai l'impression que... C'est là où il y a plus d'impact, en fait. Oui, mais que c'est pas forcément qu'un renoncement, finalement. Parce que le fait de pouvoir agir en cohérence avec ses valeurs, ce n'est pas forcément borné à certains secteurs, ce n'est pas parce que j'ai envie de travailler pour un engagement sociétal que je vais devoir aller dans l'ESS. Moi, je pense, et tout à l'heure, on en a eu quelques exemples avec Engie ou avec Vinci, qu'il est tout à fait possible, dans une structure dont le cœur de métier n'est pas de faire de l'environnement, d'introduire les questions environnementales. Et c'est aussi ce qui est dit dans le manifeste et ce qui est revendiqué. Et de plus en plus d'étudiants demandent cette intégration de l'environnement au cœur de la stratégie des entreprises, des États et plus généralement de toutes les institutions. Merci. On va développer après, évidemment, sur ce que vous allez faire là dans les prochains mois. Je me tourne vers Hélène. Pour vous, l'heure des vrais choix est arrivée un petit peu plus tard dans votre carrière. Donc, tout se passait normalement. Vous sortiez des mines. Vous avez fait un beau parcours dans les grands groupes internationaux. On le mentionnait tout à l'heure. Et puis, la recherche de sens l'a emporté. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce que ça a supposé comme remise en question en termes de carrière? En fait, je pense que je suis arrivée sur le marché du travail 20 ans, presque 20 ans plus tôt qu'André. Voilà. Et donc, quand je suis sortie des ponts, le job qu'on me proposait, c'était un poste de financement de projet pour des centrales à charbon au Crédit Lyonnais. Je sentais qu'il y avait un truc qui clochait et j'ai dit non. Et je suis partie en Chine pour bosser dans le marketing de produits cosmétiques principalement. Et j'ai été frappée par la frénésie de l'hyperconsommation, la monstruosité de la métropolisation. Ça m'a filé des crises de panique et d'angoisse et je suis rentrée en me disant il faudrait que je fasse un vrai métier d'ingénieur dans les énergies vertes. Et c'est là que je suis arrivée dans le pétrole. Et vous comprendrez bien que dans le pétrole, en raffinerie, en production de bitume, je me suis rendu compte de ce qu'était la racine du capitalisme extractif. C'est-à-dire qu'il faut extraire du pétrole, le transformer dans des raffineries pour pouvoir en faire usage. Et je me suis rendu compte d'une chose qui m'a rendue malade, qui est qu'en théorie, on peut supposer que des dirigeants échangent leur autorité et leur pouvoir contre une protection des personnes, ou en tout cas que l'autorité est légitime quand on essaye de protéger les personnes et la planète. Et je me suis rendu compte dans le raffinage que c'était bien évidemment pas le cas, en tout cas sur le site où j'étais, puisqu'il y avait eu une fuite de benzène à l'air libre, non déclarée, des émissions dans la Seine non déclarées, des émissions de gaz à effet de serre où on avait pipoté les quotas de CO2, et un certain nombre de choses qui m'ont quand même beaucoup gratté, que j'ai essayé de faire remonter au niveau de la direction pour m'entendre dire « Hélène, c'est un problème de société ». Voilà, donc tout ça m'a mis un peu dans une rage qui explique le passage à l'acte plus tard, et donc le plus tard, après un petit détour par la finance, m'a amené à dire « J'aimerais quand même informer, ouvrir le chemin, ouvrir les yeux et le regard sur les enjeux énergétiques et climatiques ». Et c'est là que je suis rentrée dans le conseil en transition écologique et énergétique. Oui, il y avait chez vous une envie de prendre de la hauteur, oui. et c'est passé par cette première étape, oui. donc le conseil en transition écologique.
est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous y faisiez? Donc j'étais dans un cabinet que certains d'entre vous connaissent sans doute, puisqu'il a été fondé par 2 polytechniciens, Jean Covissier et Grandjean. Donc j'ai passé 6 ans dans le cabinet Carbone 4 pour faire des missions de conseil auprès des grands groupes du CAC 40. Avec cette idée d'informer sur les enjeux du changement climatique, sur l'évolution du mix énergétique, sur le repositionnement des grands groupes, sur les opportunités économiques vertes éventuelles. Et il s'avérait que c'était particulièrement frustrant, très intéressant, mais très frustrant, parce qu'en fait, on avait l'impression d'avoir en face de nous, en comité de direction, des sourds et des aveugles. Je suis désolée de le dire de manière aussi brutale, mais pour l'avoir fait de nombreuses fois pour présenter ces enjeux, il y a une écoute polie et en fait une surdité totale. Peut-être moins maintenant. C'était dans quelles années? C'était il y a à peu près 7 à 8 ans. Voilà, c'était il y a 7 à 8 ans, et donc le sujet était encore sous le radar, et dire que l'économie s'inscrivait dans l'ère de la rareté était totalement inaudible. Parler de l'intérêt général était passible de pendaison. Donc vraiment, c'était bien souvent très, très hostile, ces réunions. Et je rejoindrai aussi ce qui a été dit tout à l'heure sur le manque de courage pour prendre des risques, qu'on a souvent vu, même si l'intention était là, les innovations étaient là, le courage n'était pas la chose qu'on rencontrait le plus, puisque finalement il y avait le poids de ces structures héritées qui nous pèsent sur nos épaules à tous, à eux comme à nous, c'est-à-dire qu'on a des structures héritées sur le dos, comment on fait et où on met le courage. Alors, on va voir comment ces verrous-là que vous avez du mal à débloquer dans le conseil, finalement, vous amènent à une autre expérience. Peut-être que je vais passer maintenant la parole à Philippe. Alors vous, ça s'est passé de manière complètement brutale, de ce que je retiens des échanges qu'on a eus ensemble au téléphone. Vous avez eu un vrai déclic lors d'une année sabbatique. Vous êtes parti en Afrique. Qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi cette année sabbatique aussi? C'est sympa de voir qu'il y a 20 ans entre chacun de nous. J'ai 20 ans de plus qu'Hélène, qui en a 20 ans de plus qu'Andrel, donc on couvre un moment d'histoire de nos écoles et de nos trajectoires professionnelles qui sont larges. Alors moi, je suis sorti d'HEC en 82. Je suis rentré à l'époque, on l'a dit tout à l'heure, c'était soit le conseil, soit la finance, soit le marketing. Moi, je suis parti dans le marketing, chez IBM, vendre des ordinateurs, mais des vrais ordinateurs, pas des cochonneries d'aujourd'hui qui valent pas cher. Des vrais qui prenaient la moitié de la pièce et qui valaient des millions de francs, que je vendais parce que j'étais commercial à Alstom, où mes amis polytechniciens faisaient du calcul pour les TGV à l'époque, du calcul de structure, du calcul de design, mais il fallait bien que ces ordinateurs, dont des HEC, qui les vendent. Et j'ai adoré ça. Donc je suis complètement dans le truc. J'ai adoré mon école, j'ai adoré ce que j'ai fait après dans une grande multinationale, puis je suis parti dans une SS2I. Les Français sont très bons, surtout les polytechniciens, alors qu'il est fondé par un polytechnicien. C'est des logiciels de gestion de performance des ordinateurs. Et moi, j'étais le marketeur de l'affaire, en France et aux États-Unis. À mon époque ancienne, il y avait encore un mur à Berlin, il y avait encore un rideau de fer, les avions coûtaient des fortunes, on ne se posait pas la question d'aller prendre un avion et de faire exploser notre bilan carbone pour passer le week-end à Prague ou à Lisbonne. C'était une vraie affaire, donc et on ne voyageait pas tant que ça, on n'étudiait pas tant que ça à l'étranger. Tout ça pour dire que j'ai pris une année sabbatique, avec l'argent que j'avais pu gagner, pour traverser l'Afrique sac à dos, on est en 93, et là j'ai découvert des trucs que je ne connaissais pas du tout. Donc, moi, je ne suis pas tombé dans l'environnement quand j'étais petit. Je ne viens pas du tout d'une famille qui était engagée socialement. Je viens de la petite bourgeoisie de province, l'école, la grande école. Je n'ai pas fait maths sup parce que moi, je n'aimais pas les mathématiques. Et je me suis dit qu'en prépa HEC, au moins, j'aurais moins de maths et un peu plus de philo. Et voilà. Mais je ne viens pas d'une culture d'engagement. En Afrique, en revanche, pendant un an, j'ai vu des choses auxquelles je n'étais pas du tout prêt. 93, c'était les grandes années du sida. Il n'y a pas de médicaments. Je suis sur les côtes est de l'Afrique où j'ai vu des choses que je n'étais pas prêt à voir et que personne ne devrait voir et qui sont assez épouvantables. C'est la fin de l'apartheid en Afrique du Sud. C'était des moments extrêmement durs que j'ai vécu. Au retour, j'ai récupéré mon job. Mais j'ai fait du bénévolat, qui est souvent une porte d'entrée, parce que je me suis dit que je pourrais rendre un petit peu quelque chose à la société qui m'avait permis d'arriver dans un univers confortable et privilégié. J'ai fait du bénévolat chez Médecins du Monde, c'était en 1994, le drame du Rwanda. À ce moment-là, il y avait besoin de beaucoup de fonds. Et alors là, j'ai un grand choc professionnel. Parce que mes amis médecins et infirmières, ils étaient persuadés que comme ils faisaient le bien, comme ils représentaient la vertu, l'argent allait arriver. Ils étaient du côté clair de la force, du côté du bien, les fonds allaient arriver.
Et moi, je regardais ça en disant, mais ils sont complètement à côté de la plaque. Ils ont besoin de moyens phénoménaux pour répondre à l'immense souffrance du Rwanda, et ils attendent que ça tombe du ciel. Donc, il ne fallait pas forcément avoir fait HEC pour être brillant là-dedans, mais je leur ai appliqué les techniques de marketing de base, de collecte de fonds, et j'ai démarré comme ça. Et donc la bascule s'est faite à ce moment-là. Là, on est plus ça, dans l'engagement à côté du travail. Je pensais vous en avez fait à votre côté travail. du travail. Je pensais que ça allait durer quelques mois en bénévole, puis quelques mois, j'avais quitté mon job en CDD, ça serait ma contribution sociale pendant 5-6 mois. Et vous êtes laissé embarquer. 20 ans après, je suis toujours. Alors ce choix de l'engagement se nourrit de l'enthousiasme, là, d'être dans l'action, et aussi de la colère face à l'inconséquence, notamment des politiques, mais suppose quand même dans l'immédiat une réalité, c'est des renoncements. Et là, vous avez un petit peu peur quand même du déclassement social. Je pense que c'est une question que forcément tout le monde se pose au moment de sauter le pas ou de réfléchir à une reconversion. Le déclassement, on a évoqué les salaires tout à l'heure et les écarts de salaire. Et Olivier nous disait qu'il avait une coupure de salaire de 3 à 30, je ne sais plus ce que tu as dit, mais de 10 points d'écart, de 10 fois. En début de carrière, c'est moins. Plus on vieillit, évidemment, plus cet écart devient grand. Moi, j'avais déjà travaillé une quinzaine d'années. Donc la question et puis dans l'informatique de l'époque, on gagnait beaucoup d'argent. Donc au début, quand on démarre comme Randrel, on ne se pose peut-être pas la question. Plus tard, quand on vieillit, qui a un couple, qui a des appartements, qu'on veut avoir un appartement, évidemment, ça devient, à Paris, ça devient un sujet. Oui, ça c'est sûr. Donc le déclassement financier, en tout cas, c'est un souci dans l'avenir. Aujourd'hui, on l'évoquait tout à l'heure, les ponts se réduisent. On le disait, les écarts se réduisent. C'est pas vrai partout. C'est vrai, et je constate comme employeur, j'ai pas mal d'employés, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans les métiers qui sont rares sur le marché, auditeurs, webmasters, spécialistes du marketing, alors oui, les écarts de salaire se réduisent parce que le marché du travail n'en fournit pas assez. Sur les généralistes de la gestion de projets en Afrique, là, en revanche, il y a pléthore, donc les salaires restent très, très écartés. Donc oui, il y a des renoncements, forcément. Il y a des moments de doute. Mais moi, j'ai toujours été ravi dans ce que je faisais. Donc j'étais je ne sais plus comment on dit, mais l'illuminé de la famille. Là, je ne me rendais pas compte. Alors qu'en fait, il y a des clashs culturels extrêmement importants. Quand on sort de sa zone de confort, celle du marketing dans une grosse boîte, dans une petite boîte, pour se retrouver dans un univers associatif où la culture politique, idéologique, n'a pas été vraiment pas la mienne. Donc il y a des moments de doute. Et justement, j'ai une anecdote parce qu'il y avait ce déclassement social peut aussi se traduire dans la relégation géographique. Vous êtes passé du centre de Paris petit à petit dans vos différents... Alors ça c'est vrai. D'un point de vue de carrière, la situation géographique de mes emplois est une longue suite d'échecs. J'ai démarré dans un grand bureau à Neuilly pour me retrouver en banlieue parisienne dans la 16-2I, dans le 18e arrondissement à Barbès pour Médecins du Monde, et près de la porte de la Villette, maintenant chez Caire, dans un bureau de plus en plus petit. Bon, malgré tout, vous êtes heureux dans votre emploi, et c'est intéressant, vous avez fait une petite mention vous étiez l'illuminé de la famille, votre entourage, pour vous, ne comprend pas du tout ce choix, dit clairement c'est une connerie, qu'est-ce que tu fais, vos amis également, ils ont vraiment l'impression que vous sortez du système, et vous, c'est pas du tout votre impression. C'est pas du tout mon impression. Eux pensent que je suis sorti du système. Quand j'ai quitté IBM pour aller dans une SS2I, je repensais à Charlie tout à l'heure, mes parents m'ont dit « mais t'es complètement fou de quitter une grosse multinationale pour aller dans une PME ». Quand j'ai quitté la PME dont j'étais le directeur du marketing pour aller chez Médecins du Monde, ils m'ont dit « mais t'es complètement fou ». Aller dans une association. Quand j'ai quitté Médecins du Monde, où je me suis retrouvé finalement directeur général adjoint pour créer CARE en France, 6 employés à l'époque, ils m'ont dit « mais t'es complètement fou ». Donc ma vie a été une longue série de folies, douces et illuminées, dont j'étais ravi. Mais oui, il y a la prise de risque tout le temps. En revanche, il y a d'autres satisfactions. Quand dans un dîner chez les copains de promo, il y a 20 ans, on me demandait « qu'est-ce que tu fais toi ?» Je disais « moi je vends des logiciels de gestion de la performance sur IBM 3090 et sur des gros bulles pour améliorer la performance des outils DB2 et SQL. » Il y avait un blanc, comme il peut y avoir là. Les gens ne voyaient absolument pas de quoi je parlais et ça les intéressait, mais absolument pas. Maintenant, ils me disent, alors ils sont tous super cadres directeurs, vice-présidentes dans les comités exécutifs de grosses boîtes où ils s'emmerdent, ça c'est clair, où ils attendent de se faire jeter parce qu'ils ont 55 ans, ils seront bientôt à la poubelle, ils le savent. Et moi ils me disent, et toi t'as fait quoi?
Ah ben là, je vais arriver en retard parce que je suis avec Jean-Yves Le Drian. Il y a une réunion sur la Syrie, il faut que je sois. Et demain, je vois Melinda Gates. Hein, je vois Melinda. On va parler de ça et ça. Maintenant, dans les dîners, il n'y en a plus que pour moi. Le dîner tourne autour de moi. Donc, il y a d'autres satisfactions que Ce l'argent. pouvoir d'influence aussi, d'être... parler dans l'oreille des dirigeants d'entreprises. Oui. Il y a le pouvoir d'influence. Il y a des gens d'AXA ici. AXA est un des grands partenaires de mon association de CARE. Et il finance des projets importants en Thaïlande. Alors, il y a 2 ans, avant la COP21, où j'ai passé mes nuits au Bourget avec les ministres, c'est des trucs passionnants que je n'aurais peut-être pas fait si j'avais été un petit quadrillon quelque part. Et Henri de Castres, qui était le patron de l'époque, va sur le terrain visiter les projets. Alors c'est formidable parce que le patron il y avait 5 heures pour aller de Chiang Mai dans le nord vers les projets où nous sommes. Toute la cour est autour de lui. Le directeur de Hong Kong, la directrice de Bangkok, etc., les gens du siège qui sont là, se battent pour être dans la voiture avec lui, 5 heures de 4x4 avec le PDG de la boîte. Je leur dis, alors là vous avez tout faux, il n'y a aucun d'entre vous qui sera dans la voiture, ça sera moi. Il vient voir mes projets, pendant 1 jour, c'est moi qui serai. Ils sont bien obligés de s'écarter. Et je me retrouve avec Henri pendant 5 heures dans la voiture. Je lui ai pris 5 heures, pendant 5 heures, la tête sur l'investissement dans les fossiles. On était à 2 mois de la COP. 5 heures pour lui dire, c'est juste pas possible. Tout votre discours, tout ce que vous faites et tout ça, on est arrivé à la COP, vous êtes des grands sponsors, vous êtes des partenaires de CARE, vous devez sortir du fossile, en tout cas des investissements. Alors, c'est une contribution, c'est pas grâce à moi que AXA a changé, bien sûr, mais ce pouvoir d'influence-là, une ONG, même petite, là, alors que je l'aurais peut-être jamais eu dans un très grand groupe. C'est pour ça que j'encourage mes plus jeunes amis à prendre ces risques. Alors, Hélène, je reviens à votre parcours. Alors vous, justement, votre pouvoir d'influence auprès des entreprises semble limité dans le conseil, donc vous décidez de décrocher et de rejoindre l'ESS. Alors voilà, j'ai rejoint les fous et illuminés. J'ai lâché l'entreprise conventionnelle pour dire pourquoi pas l'économie sociale, qui normalement vise d'abord un impact positif et la viabilité économique comme un moyen, puisqu'en est une de ses définitions. Et je me suis dit, c'est pas n'importe quel c'est pas n'importe quel ESS, donc je me suis retrouvée à aller construire le secteur transition écologique du groupe SOS. Le groupe SOS, c'est un des mammouths de l'économie sociale en France, avec à peu près 1 milliard de budget et 20 000 collaborateurs. Donc je suis arrivée là-dedans avec le défi de construire des modèles économiques hybrides à financement public et privé pour favoriser la transition écologique et en particulier la transition agricole et alimentaire. Alors j'ai trouvé le défi justement de la boîte à outils passionnant, c'est-à-dire de dire on peut construire des activités économiques qui vont avoir une partie de recettes marchandes et une partie de financement public selon les cas, on dose le tout, on réfléchit à quelles compétences on met dessus, c'est fantastique. Il y a un côté terrain d'expérimentation, prise de risque bien sûr, mais aussi créativité qui m'a passionnée. Ça, c'est le verre à moitié plein. Donc ce verre à moitié plein était génial, on a créé un club de financeurs de la transition, fait des gros projets territoriaux, inclus une plateforme de finance participative, bref, on est passé de 0 à 300 personnes, c'était génial. Il y a un mais. Il y a un mais. Le verre à moitié vide, il est quand même très fort. Le premier, qui est un point assez récurrent dans ces métiers de l'économie sociale, c'est la politisation, qui peut être forte à très forte, et en l'occurrence, bien au-delà de ce que j'en attendais et bien au-delà de ce que je souhaitais en faire au titre d'un travail. Après, on peut avoir un engagement politique à côté du travail, bien sûr, mais je trouvais que le mélange des gens devenait très inconfortable et qu'on se retrouvait dans une situation où, sur nos activités écologiques, on était très clairement les idiots utiles. Et donc, on a voulu faire des projets. Les idiots utiles, c'est-à-dire qu'il y en a quelques-uns qui font de l'écologie, ça permet de dire qu'on le fait, et en réalité, on ne change rien fondamentalement au système. Donc moi, j'étais en charge du plaidoyer transition écologique auprès des institutions, auprès de l'Assemblée nationale, auprès du CESE, je suis venue intervenir. Donc le CESE est évidemment un auditoire, on va dire, synergique. Par contre, dans d'autres endroits, les portes étaient closes et l'action de la puissance publique pas à hauteur de ce qu'on pourrait espérer par rapport aux enjeux. C'est dans ce sens-là que je mets le mot idiot utile, parce que plus on est de jeunes en plus à porter des messages, des idées, des propositions, plus on devient ridicule si elles n'en sont pas suivies d'effets. Donc au bout d'un moment, je me suis dit, il y a un levier qui est un levier majeur sur lequel ça coince beaucoup, qui s'appelle la comptabilité en triple capital, et pour ceux que ça intéresse,
Allez donc voir cette passionnante vidéo du Tribunal pour les générations futures, qui est un procès fictif entre Jacques Richard, professeur émérite à Paris-Dauphine, et Patrick de Cambourg, le président de l'autorité des normes comptables, sur comment il faudrait transformer les normes comptables pour réellement transformer l'économie. Et tant qu'on n'a pas fait ça, le reste, c'est un peu des pansements. Donc ça, c'est une conviction qui s'est forgée au fil du temps. On a testé cette comptabilité en triple capital dans nos activités. J'aurais voulu aller beaucoup plus loin. Et je me suis rendu compte que sur ça, à la fois dans la mise en pratique et dans le volet plus réglementaire, on n'avançait pas assez. Donc cette frustration de l'économie sociale, c'est oui, on a pu innover, créer des nouveaux modèles. Oui, dans une certaine mesure, on a pu changer d'échelle, mais pas à hauteur des enjeux, à la marge. Voilà. Oui, donc... la transformation que vous souhaitiez n'était pas là, donc c'était une impasse, en tout cas pour vous. On va voir le choix que vous allez faire ensuite, suspense. Alors, je reviens avec vous, Andrel. Il y a beaucoup de jeunes du manifeste, puisque vous êtes vraiment à leur côté, et aussi beaucoup de jeunes que vous avez rencontrés, vous m'avez expliqué cet été, au nouveau campus de la transition, peut-être que vous pouvez nous dire un petit peu ce que c'est, où vous avez passé plusieurs semaines cet été. Il y a beaucoup de jeunes qui refusent en fait totalement le système, hein, on l'a évoqué aussi précédemment, et refusent même de travailler pour un grand groupe par principe. Donc peut-être m'expliquer un petit peu les témoignages que vous avez recueillis autour de vous et me dire, vous, quel est le choix, un petit peu le contre-pied de ce sentiment collectif, de dire on rejette, c'est beaucoup plus simple. Non, vous, il y a eu un cheminement, une réflexion assez mature sur justement où est-ce que je peux aller, où est-ce que mon action peut véritablement faire levier. Je vous écoute. On vous écoute tous. Donc, effectivement, moi je pense qu'en tant que personne qui a fait une grande école et à qui plein de portes prestigieuses sont ouvertes et qui mènent à des postes à responsabilité, il y a vraiment un enjeu presque moral ou éthique à, si on veut changer des choses, aller vers ces postes-là et changer le système grâce aux leviers d'action qui vont pouvoir fournir. Après, évidemment, c'est une sorte d'optimisation sous contrainte. Pour ceux à qui ça parle, c'est assez visuel dans le sens où on veut avoir un impact maximal tout en respectant un certain confort personnel. Et je peux tout à fait entendre que certaines personnes ne se voient pas du tout aller dans des grandes entreprises parce que ce n'est pas assez agile, parce qu'ils ne veulent pas rentrer dans un cadre trop rigide ou autre. Mais personnellement, je pense que c'est presque un devoir pour moi d'aller vers là où je peux avoir le plus d'impact et que à la fin, si j'arrive à transformer mon entourage et à ne serait-ce qu'aligner un peu plus le système avec mes valeurs par rapport à ce qu'il n'était précédemment, je serai satisfait et je serai heureux. Et donc voilà. Peut-être que je peux dire quelques mots sur le campus de la transition, comme vous l'avez évoqué. Je pense que Cécile Renoir, qui intervient à la table ronde suivante, en parlera aussi, parce que c'est elle qui l'a fondée. Mais moi, j'y ai passé 2 mois cet été. En fait, c'est une structure, une forme de petite université qui a été créée il y a à peu près 1 an de cela, qui vise à fournir un enseignement sur les questions de transition écologique à tous les jeunes qui le souhaiteraient. Dans la limite où ce n'est pas un endroit très grand, donc on ne peut pas former tous les étudiants du supérieur. Mais en tout cas, ça se veut un lieu ressource où on puisse combler ce manque qui est juste abyssal, qu'on trouve actuellement dans les grandes écoles, entre les enjeux environnementaux et puis la manière dont on y est formé. Ça, c'est quelque chose aussi sur quoi on travaille avec le mouvement pour un réveil écologique. Et donc, il y a des belles initiatives qui sont en cours. On est peut-être sur une bonne pente, mais actuellement, l'objectif n'est pas atteint. Et donc, dans ce campus, j'ai donc suivi une formation de 2 mois qui était selon une approche assez intéressante, une approche pédagogique qu'ils ont appelée tête, corps, cœur. L'idée, c'est de dire que dans les études académiques qu'on a l'habitude de suivre, c'est surtout la tête qu'on travaille, l'intellectuel. Et ça, c'est important. Pour des polytechniciens, pour des HEC, c'est bien de pouvoir avoir cette vue globale, systémique, comme en parlait tout à l'heure Johan.
Mais il y a aussi d'autres dimensions qu'on n'a vraiment pas l'habitude de travailler. Il y a tout ce qui est le corps, donc se mettre en mouvement, se mettre en action. Et donc pour ce qui concerne la transition écologique, ça va être vraiment le fait de vivre la transition et de se rendre compte que la sobriété, finalement, c'est peut-être quelque chose qui est très souhaitable. Une sobriété heureuse, c'est quelque chose qui, pour moi, j'en suis intimement convaincu, est tout à fait possible. Faire le choix du moins mais mieux plutôt que toujours plus, c'est vraiment quelque chose de très apaisant. Et je n'ai pas besoin d'avoir un énorme salaire pour être heureux. Si je suis dans les 10% les plus riches de la France, je suis largement satisfait. Et c'est aussi une question de diminuer son empreinte négative sur le monde. Et donc toujours vers plus de convivialité. Et c'est ça que j'ai expérimenté pendant 2 mois finalement. Et donc j'ai aussi rencontré Akara à cette occasion qui était venu passer quelques jours. Et je mentionne ça pour dire que c'est aussi un lieu où plein de personnes engagées viennent, confluent. Et c'est un beau lieu d'échange d'idées. Et donc finalement la dernière dimension, donc c'est la dimension du cœur. Et là ça concerne ce qui est de l'ordre presque du philosophique ou peut-être du spirituel, pas forcément religieux, mais donc du fait de se reconnecter à soi, de se reconnecter aux autres, à la nature peut-être, et donc être beaucoup plus dans l'empathie par rapport à tout ce qui nous entoure. C'est quelque chose qui est essentiel, qu'on nous enseigne très peu dans nos écoles. On nous dit, bon bah voilà, vous êtes polytechnicien, vous devez aller toujours plus loin, être très ambitieux. C'est bien, mais il faut aussi faire avec les autres. Est-ce que cette introspection vous a aidé à faire les premiers choix, là, qui sont les premiers choix de stage et voilà, vous allez la semaine prochaine, je crois. Oui, je commence lundi. Voilà. Donc, où vous allez atterrir lundi prochain et qu'est-ce que vous allez y faire? Donc, dans le cadre de la formation que je suis actuellement, donc le corps des mines, j'ai 2 années qui sont principalement composées de missions. C'est des missions qui sont plutôt en entreprise. Je n'ai pas forcément fait le choix d'aller en entreprise, même si cela ne me déplaît pas. Et donc là, je vais passer 10 mois chez Engie. Tout à l'heure, quelqu'un à la fin de la table ronde précédente mentionnait l'initiative J'agis pour ma planète. Et donc c'est dans la continuité de cette initiative que s'inscrira mon travail. L'idée, c'est que donc il y a un groupe de jeunes qui depuis 2 ans, je dirais, travaillent donc au sein d'Engie pour faire avancer la prise en compte des questions de sobriété énergétique. Ils ont été pas mal suivis, si bien qu'ils ont pu s'adresser à la stratégie et parler individuellement à tous les membres du top 50 d'Engie sur la nécessité de prendre en compte la sobriété. Et ça, si bien que maintenant c'est un enjeu stratégique. Très bien, une fois que ceci est dit, il faut mettre en place la stratégie. Et donc moi je vais être pendant 10 mois dans l'entreprise de manière vraiment très transverse pour réfléchir et mettre en place des actions concrètes qui permettent de diminuer l'empreinte carbone du groupe liée vraiment au mode de travail. Donc en réfléchissant sur comment faire des déplacements plus sobres, comment faire une gestion des bâtiments plus sobres, et puis également en réfléchissant sur le business, donc comment développer des offres énergétiques qui puissent aller dans le sens de la sobriété. C'est très concret. Et en même temps, vous avez ressenti la nécessité en même temps de poursuivre ce stage dans les prochains mois, de garder cette réflexion assez vivante, de continuer la recherche et aussi le militantisme avec les étudiants du manifeste. Comment vous allez vous organiser pour faire tout ça à la fois? C'est vrai que je fais beaucoup de choses, mais heureusement qu'une journée a 24 heures. Et pourtant, j'ai besoin de beaucoup dormir, mais c'est peut-être une question de conviction et de volonté. En même temps, donc, ma mission d'Engie, je commence une thèse que je vais poursuivre pendant les 3 ans de ma formation au corps des mines sur justement la décarbonation dans les grandes entreprises. Et l'approche que j'adopte est une approche de plutôt sociologie et réflexion en termes de changement organisationnel, parce que je me suis rendu compte que donc, pendant ma formation, j'ai été très exposé à des enjeux très techniques et finalement assez peu aux sciences humaines. Pourtant, c'est quelque chose d'absolument essentiel pour ce qui concerne la transition écologique. Donc, c'est une manière de monter en compétences. Et puis également, le fait de faire cette thèse en parallèle de ma mission chez Engie, c'est quelque chose qui devrait me permettre de prendre du recul par rapport à l'action que je vais effectuer. Donc, c'est un courant de la recherche qui s'appelle la recherche-action. Donc, voilà, la recherche sert à alimenter
les décisions qui sont prises dans l'organisation, et ce terrain sert de support à la recherche qui est effectuée. Et en plus, vous intervenez auprès d'entreprises, avec le manifeste, pour continuer à sensibiliser les autres grands groupes. Voilà. En plus, il y a le mouvement pour un réveil écologique. Donc là-dessus, j'ai négocié avec mon stage de pouvoir consacrer autant de temps que je veux au mouvement pour un réveil écologique. Et donc, je mentionne ça notamment pour les jeunes peut-être qui seraient dans la salle et qui se demanderaient finalement, est-ce qu'on peut nous-mêmes influencer sur les postes qu'on nous propose? La réponse est oui. Ce stage, c'est moi qui l'ai créé. J'ai été mise en contact avec différentes personnes dans l'organisation et à la fin j'ai dit bon, moi je voudrais faire ça, et j'ai trouvé quelqu'un qui était intéressé pour me mentorer pendant cette période-là, et quelqu'un qui aussi était d'accord pour que je passe du temps à faire autre chose, parce qu'il considère que, donc là je parle de mon tuteur, que si je passe du temps à aller rencontrer des entreprises ou des dirigeants pour comprendre pourquoi ils n'avancent pas plus vite sur les questions de transition écologique et pour les faire avancer plus vite, finalement, je pourrais avoir des retours d'expérience que je pourrais mettre en place chez Engie. Voilà. C'est intéressant. Hein. C'est-à-dire que vous avez ciblé, vous, votre entreprise, c'est Engie, parce que voilà, on a entendu tout à l'heure, elle avait des discours assez engagés sur ce sujet de la décarbonisation de leur... comment vous dites ça, pour le dire correctement? Décarbonation ? Décarbonation, pardon. Je pense que les deux se disent, il me semble. Puis après, vous avez créé votre propre poste, vous avez cherché la bonne équipe. Enfin voilà, donc il y a des choses possibles quand même. Hein. C'est vraiment un luxe qu'on peut se permettre parce qu'on a fait des écoles très prestigieuses. Évidemment, tous les étudiants ne peuvent pas faire ça, mais en l'occurrence, si vous avez fait l'IX ou HEC, globalement, vous pouvez aller un peu dans ce sens si vous le désirez. Et Hélène aussi, vous avez cette enquête, vous l'avez menée aussi, vous de votre côté, et vous cherchez aussi une troisième voie. Oui. Alors, je ne suis pas du tout désabusée de l'entreprise en soi. Par contre, je suis convaincue que l'entreprise a besoin de muter à l'ère de la rareté. Elle a besoin de muter dans ses produits, dans les services qu'elle fournit, et elle a besoin de muter dans sa gouvernance. Donc tout ce que j'ai perçu de dysfonctionnel dans la gouvernance des entreprises du CAC 40 ou dans l'économie sociale, c'est ce qui m'a amené à m'intéresser aux schémas qu'on appelle les schémas de fondation actionnaire. C'est ce qui m'a intéressé à me poser la question de qui détient l'entreprise, qui la contrôle, qui nomme et qui révoque le DG, pourquoi, et en gros, quelle est la raison d'être de l'entreprise et quels sont les garde-fous qu'elle se met. Donc j'ai découvert que les fondations actionnaires, ça existe, qu'en France, il y en a quelques dizaines tout au plus, alors qu'il y en a des centaines au Danemark, en Allemagne et en Suisse. Pour ceux qui ne voient pas ce que c'est donc une entreprise détenue par une fondation. Bêtise inouïe, ça s'appelle un schéma de fondation actionnaire. Pourquoi c'est intéressant ? C'est intéressant, et on est plein à trouver ça intéressant du coup en Europe, et on est en train de développer des communautés de fondations actionnaires pour se filer des tuyaux entre nous. C'est que ça permet d'une certaine façon d'assurer une forme d'indépendance, bien entendu, de l'entreprise, puisque du coup elles sont généralement non cotées, ou s'il y a des actions sur les marchés, c'est extrêmement minoritaire. Et c'est une solution différente de l'entreprise détenue par les salariés, ce qui est aussi une option. Alors pour ceux que ça intéresserait, lisez donc les travaux de Purpose Foundation. C'est un Allemand berlinois, Armin Steuernagel, qui a écrit un rapport comme ça sur ce qu'il appelle le steward ownership, qui est quelle propriété de l'entreprise pour lui donner quelle saveur et quelle direction. Donc ça me passionne en ce moment, puisqu'il se trouve que je suis donc directrice d'un fonds de dotation qui est techniquement l'actionnaire quasi unique d'une grande entreprise de skincare. Dans quelle mesure, en étant l'actionnaire de cette entreprise, le conseil peut donner des nouvelles orientations à l'entreprise, des orientations qui correspondent aux défis de demain. Comment on peut en même temps poursuivre une activité économique viable et en même temps tracer une troisième voie, pour le coup, dans le cœur de métier. Comment il faut former les membres des conseils pour être administrateurs d'une entreprise contributive et résiliente. Autant dire que dans des lieux de pouvoir assez concentrés, dans les conseils, en général, ce n'est pas le genre de formation que les personnes vont suivre. Et d'ailleurs, vont-ils suivre des formations ? Bon. Donc c'est pour moi un vrai sujet, c'est que si on attaque comme Andrel par la base, on est souvent un peu David contre Goliath. C'est important, il faut beaucoup de David, et je tire mon chapeau parce qu'il faut des David, mais je sais en même temps que les pouvoirs sont très concentrés et qu'il faut aller là où se trouve le pouvoir de décision. Donc la détention du capital, la décision sur les décisions stratégiques, le fait de nommer ou de révoquer des DG en fonction de certaines orientations, et donc à un business
quelque part entre business with purpose et surtout business for purpose, c'est quelque chose dont on a vraiment besoin, à mon sens. Voilà, donc je vois ça comme vraiment un outil intéressant de pérennité, mais surtout de transformation des entreprises pour ceux qui voudraient le faire. Et surtout, vous dites, les jeunes diplômés n'ont pas vraiment d'excuses. Hein. La carrière professionnelle, c'est quand même le principal levier. Donc, Oui, on passe 8 à 10 heures au moins de sa journée à travailler. Donc, trier ses déchets, c'est bien, mais c'est totalement insuffisant. Et je pense qu'on a des cerveaux, certes puissants, mais on a des cerveaux qu'on met au service de l'homo faber et pas de l'homo sapiens. Et ça finit par m'énerver, c'est-à-dire qu'il y a ici une concentration de neurones bien câblés très certainement, pour produire plus, innover plus, vendre plus, faire plus, et pas forcément mieux. Donc cette sagesse et le fait de prendre soin de soi, des autres pour l'avenir, c'est quelque chose, je pense, qui fait partie des responsabilités des personnes qui sortent de grandes écoles. Philippe, vous m'avez expliqué que vous accueilliez pas mal de jeunes aussi dans votre secteur, dans votre ONG, et vous les voyez un petit peu déconnectés aussi. Il y a des désillusions, il y a des attentes qui sont un peu déçues, et vous les mettez souvent en garde sur l'importance de la connaissance de l'entreprise, parce que finalement, une ONG, ça peut être aussi une entreprise comme une autre. Et on travaille avec des entreprises, et voilà, on ne peut pas être hors sol. Expliquez-nous. Une ONG, c'est une entreprise comme une autre. Hein. Il faut payer des salaires, il faut délivrer quelque chose, il faut rendre des comptes. Alors, il n'y a pas d'impression d'actionnaire qui exige 15% de rentabilité. Donc, j'apprécie beaucoup ce que vient de dire Hélène d'ailleurs. C'est vrai qu'il faut travailler au niveau de la propriété et de ceux qui exigent 20% de retour débile que la planète, personne ne pourra offrir. Dans une ONG, il n'y a pas cette pression, mais c'est quand même un univers d'hommes et de femmes qui peuvent être en compétition pour devenir directeur général, etc. Donc c'est clair. C'est un univers où il y a du sens, et ça c'est formidable, de se lever le matin en étant fier de ce qu'on fait. Moi, je ne suis pas médecin, mais je sais que j'ai sauvé des vies. Je le sais, par les décisions que j'ai prises. Et ça remplit une journée, ça remplit un chemin, ça remplit une vie professionnelle. Mais c'est vrai que nous sommes donc, nous ou d'autres, hein, CARE ou d'autres, attractifs pour des jeunes qui viennent parce qu'ils veulent sauver le monde, sauver la planète, sauver des gens. C'est mathématiquement nécessaire, mais pas suffisant. Nécessaire parce que nous, on va donner le sens et il faut cette motivation, bien sûr, ce regard vers l'autre. Mais pas suffisant parce que ce que je recherche, moi, sont des gens qui ont un savoir-faire. J'ai besoin de quelqu'un qui a envie de s'engager, mais qui soit, pas d'abord, mais tout autant, un bon contrôleur de gestion, un bon spécialiste du marketing, un bon auditeur, pour que ça marche. Pour honorer la confiance des gens qui nous font des dons. Donc ma recommandation aux jeunes, c'est, si je peux me permettre, vu mon grand âge, c'est de dire apprenez un métier, apprenez un savoir-faire. Allez dans une grande boîte, faites-vous votre chemin, faites votre opinion, mais devenez un spécialiste, une spécialiste, telle ou telle technicité qui sera mise à profit ensuite au profit du sens commun. Mais apportez-nous quelque chose, pas que de la bonne volonté. Nous avons besoin de savoir-faire, nous avons besoin de gens qui ont des métiers et des compétences techniques, comme dans une entreprise. Merci beaucoup à tous les trois. Si on va s'arrêter là, comme ça on va peut-être pouvoir prendre quelques questions puisqu'on est dans les temps. Est-ce qu'on vous écoute si vous avez des questions pour nos interlocuteurs? Une question. Bruno Million-Brodas, je suis étudiant à HEC en Executive Education. J'avais une question pour Hélène concernant, je crois que c'est le groupe Naos en fait. Voilà. Et je voulais savoir quel était l'impact en fait sur l'ambiance chez Naos et sur ce changement en fait. Alors l'impact il est visible, mais il est récent puisque le schéma de fondation actionnaire a été réfléchi depuis 2014, depuis 2015 par le fondateur. C'était une entreprise familiale, il n'avait pas de personne à qui transmettre la boîte. Donc il a réfléchi à quel schéma il allait pouvoir mettre en place. La structure a été mise en place pour de vrai en 2018. Donc là on est en 2019. Ce qui se passe, c'est qu'on est en train de changer de DG. Voilà, donc il y a un DG sortant. Ce qui se passe, c'est qu'on est en train de mettre en place un plan de réduction d'émissions de gaz à effet de serre un peu plus sérieux. Ce qui se passe, c'est qu'on est en train de développer des activités du fonds de dotation à impact social positif pour la création de lieux de vie pour adultes autistes. Ce qui se passe, c'est qu'on est en train d'élargir la notion du skincare à la santé, à l'alimentation saine. Donc il va se passer plein de choses. Alors on en est au début, mais du point de vue des collaborateurs,
c'est une bonne nouvelle, c'est-à-dire savoir que leur entreprise est indépendante et qu'elle va pouvoir essayer de pédaler dans une direction que eux tous perçoivent comme positive, qu'il n'y a pas de mauvaises idées, qu'en tout cas on peut les proposer, et que la gouvernance est en train d'évoluer en plus pour se former à ces enjeux, et qu'elle a envie de le faire, ça détend beaucoup l'atmosphère. Voilà. Par ailleurs, ce qu'on est en train de faire de nouveau, c'est de travailler au montage d'un projet d'université de l'intelligence du cœur pour les cadres dirigeants. Donc grâce à la Fondation, on est en train d'amorcer ce programme parce qu'on pense que le dirigeant, il doit décider avec son cerveau rationnel, mais il doit aussi décider avec son cœur. Ça fait écho à ce que tu disais sur le campus. Donc au campus, bien sûr, c'est important pour les jeunes étudiants dans les grandes écoles, mais c'est aussi important pour les dirigeants en place. On l'a dit, il y a parfois un défaut d'empathie chez les dirigeants qui est structurel, parce que ça fait 30 ans ou 50 ans qu'ils fonctionnent comme ça. Rien n'est perdu. Donc on s'attaque à la création d'un programme voilà, pour dirigeants, membres de comité de direction ou de COMEX, sur ces enjeux, décider avec son cœur. Une deuxième question. Bonsoir à tous, merci beaucoup pour vos témoignages et vos interventions. Moi j'avais une question pour Monsieur Lévesque et une question pour Hélène. Pardon, je ne connais pas votre nom, Hélène. Pour Monsieur Lévesque, la question c'est, je reviens sur l'intitulé de la conférence. En tant qu'individu, j'entends que vous recommandez effectivement d'avoir d'abord un métier. Moi, j'ai constaté dans plusieurs organisations qu'on faisait de plus en plus appel effectivement avec des gens, à des personnes qui avaient déjà un métier. Mais j'ai aussi trouvé que ça posait un problème justement en tant qu'individu. C'est-à-dire que c'est des gens qui arrivaient certes avec des compétences, des vrais savoir-faire, mais l'aspect culturel, l'aspect bizarrement, l'aspect sens pouvait à ce moment-là faire défaut. Donc c'est une première question, quelle place justement à l'individu, comme vous le dites, une fois qu'on a les compétences. Et pour Hélène, la question, c'est, j'ai trouvé très intéressante aussi la même question. En tant qu'individu, vous avez évoqué en plus ce principe de comptabilité qui pour le coup est très systémique. Comment aujourd'hui, en tant qu'individu, on peut réellement contribuer à faire bouger les choses? Merci. En tant qu'individu et avec nos profils, le type d'études que nous avons faites, qui amène une certaine responsabilité, je pense aussi. La République nous a permis d'avoir accès à des formations prestigieuses. Il y a un devoir de retour vers les gens, et donc il y a un devoir d'exercice de la responsabilité. Donc en tant qu'individu, je pense qu'il faut qu'on arrive à rendre cela. Et moi, j'ai essayé d'apporter ce que je savais faire dans la structure où je suis. C'est une évidence qu'aujourd'hui, avec le poids de la compliance, le poids des retours, mon univers en 40 ans, en 20 ans seulement quand même, a complètement changé. Et on est passé d'un moment d'enthousiasme associatif un peu fou, moi je suis arrivé juste à la fin de ça, à un moment où nous sommes sous les règles de compliance de l'Union européenne, des bailleurs, de ceci, de cela, du commissaire aux comptes et autres. Et ça, c'est vrai que ça pèse. Ça pèse parce que moi, je ne suis pas rentré dans cet univers pour faire du reporting à l'Union européenne sur des pages et des pages et des pages, et passer plus de temps avec mon commissaire aux comptes qu'avec mes chefs de projet. Et pourtant, c'est ce qui m'arrive. Donc ça, c'est compliqué à gérer. Le sens permet de trouver la réponse à la limite de la contribution que l'on doit faire. Voilà, moi j'arrive à gérer ça. Mais je vois que chez les plus jeunes, c'est un souci. C'est un souci parce qu'ils viennent pour changer le monde. Et moi je leur dis, oui, mais qu'est-ce que tu sais faire comme... Tu maîtrises bien les tableaux croisés dynamiques dans Excel? Parce que c'est ça qu'il me faut chez un jeune de 25 ans. Hein, et c'est difficile. C'est difficile. Et aucun être humain normalement constitué ne peut comprendre les règles de compliance et de conformité de l'Union européenne. Ça, c'est pas possible. Donc c'est dur. Donc c'est dur. Mais ce qui est important, c'est de savoir ses valeurs, de savoir à quoi on croit, de se lever le matin en étant fier de ce qu'on fait et de trouver un univers professionnel où on est ce qu'on peut être. Et moi, je suis heureux d'être dans un univers professionnel où il y a des gens de toutes les couleurs, il y a des gens de toutes les croyances ou de pas de croyances du tout, et je m'en moque, d'orientations sexuelles différentes et qui puissent les vivre et que les gens soient bien. Et ça, c'est une immense richesse du secteur dans lequel j'ai le privilège de travailler. Donc l'individu a sa place. Je pense que dans les 20 ans, j'espère que la nouvelle génération réussira à nous débarrasser de ce poids de la compliance, de l'aversion au risque qui pèse sur nos sociétés. Donc non seulement vous allez devoir sauver la planète, mais en plus vous allez devoir nous débarrasser de tous les critères de compliance. Et vous faire comprendre que ce n'est pas juste nous qui allons sauver la planète, mais que c'est également ceux qui ont plus que 25 ans.
Ah ben c'est gentil de nous garder un rôle. Juste Hélène, peut-être répondre à la question qui lui a été posée, puis après on va pouvoir conclure. Bon, sur l'individu versus ce qui est systémique, on dit souvent soit on arrive à changer un système de l'intérieur, soit il faut en réinventer un à côté. Pour ce qui est des normes comptables, je le pense réellement. On peut bidouiller ou bricoler à la marge, ou sinon il faut vraiment oser réinventer quelque chose et le diffuser. Et donc pour changer un système, ce n'est pas des pansements réglementaires ou normatifs qu'il faut en général, c'est un changement de vision. Tant que la société n'est pas encore assez mûre pour un changement de vision, on n'arrive pas à changer le système. Donc pour ceux que ça intéresserait sur les systèmes verrouillés, il faut lire Donella Meadows, qui était donc dans l'équipe des travaux du Club de Rome, sur les systèmes socio-techniques verrouillés. Elle a tout écrit. Pour répondre à votre question du coup sur l'individu, qu'est-ce que peut faire l'individu face au système verrouillé? Je rejoins beaucoup Monsieur Lévesque là-dessus. Je pense que être cohérent avec soi-même, reprendre la définition du mot éthique, pas éthique des affaires, mais éthique des personnes, qui est ethos et ethos et la fidélité à soi-même et le rapport au monde, ça me paraît assez bon. C'est-à-dire de pouvoir se lever le matin et se regarder dans la glace en étant cohérent avec soi-même et sincère. En tant qu'individu, ce qu'on peut faire, c'est ne plus avoir peur de ses peurs, oser la sincérité et dire les choses. Après, ça passe ou ça passe pas. Et si ça passe pas, on vote avec ses pieds. Moi, c'est toujours ce que j'ai fait. Voilà, le message est passé. Merci beaucoup à tous les trois. On va pouvoir marquer une seconde pause et avoir écouté la seconde salve de pitch, cette fois côté HEC, juste à côté, pour ensuite revenir sur ici même pour la troisième table ronde et conclure l'après-midi. Merci à tous, à tout de suite.